Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans Vision, Vision qui vous accompagnera tout au long du mois de Ramadan. Les échéances politiques et la campagne électorale en vue des législatives du 12 juin prochain reprendront leur droit très vite après le mois sacré. On poursuit les débats avec les chefs de partis politiques qui vont entrer en liste de cette course électorale et qui aura drainé jusqu'alors 1755 listes de partis politiques et 2898 listes d'indépendants. On reçoit pour en parler M. Nourdine Bahbour, président de l'UFDS, l'Union des forces démocratiques et sociales. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et ça a tous les téléspectateurs de votre chère et admirable chaîne. Voilà. Alors, on va commencer, on va entrer directement dans le vif du sujet pour dire que vraiment, personne n'est vraiment capable aujourd'hui d'offrir une lecture futuriste de la composition de l'Assemblée populaire nationale à l'issue de ces législatives. Il y a certains indicateurs qui sont les suivants: le boycott de grands partis laïcs, la participation en force des partis islamistes et la présence aussi en force des partis dits loyalistes de l'ancien système. Comment la voyez-vous, cette future APN, M. Bahbour, rapidement? Eh bien, écoutez, d'abord, je vous remercie pour l'invitation, surtout que j'étais blacklisté pendant plus d'une dizaine d'années sur cette chaîne, parce que je n'ai pas eu la chance d'y venir. Mais en tout cas, pour de la future composante de l'APN, moi je pense que ça dépendra de la position des citoyens qui vont voter. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une véritable diversion dans la composition du schéma politique actuel. Vous savez, il y a une partie qui boycotte et c'est leur droit de boycotter. Ça fait partie un peu de la vie politique. Il y a une partie qui active sereinement pour se repositionner, malgré qu'elle a été responsable de beaucoup d'échecs et de beaucoup de problèmes en Algérie. Il y a une troisième partie qui ne sont pas responsables du tout de la classe de la situation actuelle et qui veulent à tout prix conquérir leur place au niveau de la composition politique actuelle. Ça donne une fois par moment des inquiétudes, mais ça peut donner aussi une marge d'optimisme, parce que tout dépendra des candidats qu'on doit présenter. Tout dépendra du taux de participation, malgré que pour ce qui est de la participation et du boycott, ça fait un peu partie de notre disons, comportement politique depuis très longtemps. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a un enjeu. L'enjeu est très important. Est-ce que l'opposition a le droit encore de jouer la carte du boycott? Non pas parce qu'elle est obligée de participer, excusez-moi, mais est-ce qu'elle n'est pas en train de passer à côté? Vous avez parlé depuis des années de ce que vous appelez la refondation politique, notamment de l'opposition, qui a toujours été un peu éclaté. Aujourd'hui, on voit qu'en face, il y a les partis dits, encore une fois, loyalistes à l'ancien régime, l'ancien système, qui vont participer et qui ne vont pas céder leur place. Et en face, on a une opposition qui boycotte et qui dit que les conditions ne sont pas réunies. Est-ce qu'elle l'était avant? Moi, je vous avoue franchement que cette position, je ne peux pas l'accepter. Franchement, parce que la politique de la chaise vide, c'est une politique qui est fatale même pour ces partis politiques. Ouais. On n'a pas le droit de se comporter de cette manière, parce que la meilleure manière de vouloir mener un combat, il faut y être à l'intérieur. Je sais que c'est très difficile, c'est pas facile, mais lorsqu'on laisse la chaise vide, vous savez très bien que les gens qui s'en accaparent, ce sont toujours des gens qui ont des tendances et des visions qui sont très souvent, ce ne sont pas les visions de l'Algérie, de toute l'Algérie. Je n'ai pas le droit de condamner, mais je dis que c'est dommage. Et c'est pas du tout... Donc, est-ce que l'opposition algérienne est peut-être aujourd'hui en train de rater un rendez-vous avec l'histoire? L'opposition algérienne est en train de rater un rendez-vous, je vous l'affirme. Cette position, qui est une position de nihilisme, c'est une position qui ne peut pas quand même servir l'intérêt du pays. Il faut y être, il faut participer et mener le combat. Et c'est pour cela que j'étais toujours de ceux j'étais un participationniste, pour la simple raison que je n'accepte pas qu'il y ait des institutions. D'abord, j'accepte qu'il y ait des institutions qui manquent un tout petit peu de légitimité, mieux qu'il n'y ait d'élections. On va y venir. Justement, on va y venir. C'est la raison pour laquelle je suis également pour la participation. J'étais pour les présidentielles,
et j'en ai soutenu un candidat. Je suis également pour une législative parce que j'ai vécu la période de transition et je vous assure, madame, que la transition, c'est la chose la plus difficile pour un pays. J'étais ministre dans une période où on avait une transition. On avait le CNT qui était à l'époque comme institution législative. Sachez que vous n'avez aucun respect à l'étranger. Les gens ne vous respectent pas du tout. Donc, je suis pour des institutions et l'opposition, à mon humble avis, pour ce cas... Mais vous avez adhéré, M. Bahbouh, à une certaine... D'abord, vous parlez de transition, vous dites que vous êtes contre le principe de transition. Oui. Vous avez adhéré à ce principe à un moment donné, juste après le début du Hirak, lorsque vous avez adhéré à une plateforme de revendication de l'opposition. Oui, mais vous savez, la politique, c'est comme ça, elle est ainsi faite. Vous avez dit récemment que c'était un principe intangible, alors que il y a 2 ans, vous avez effectivement adhéré à une plateforme qui revendiquait une transition de 6 mois maximum. Oui, mais vous savez, vous avez le pouvoir. Vous savez, on a revendiqué une transition au moment où l'ancien pouvoir existait, madame. Ouais. On n'avait pas un président de la République. C'était ça, la transition pour laquelle il n'y avait pas. Il y avait monsieur le président du Sénat qui assumait les fonctions de président de la République. Donc nous étions dans une impasse politique. Et l'impasse politique exigeait de nous qu'on demande, c'était notre démarche. J'étais un des partisans les plus importants, ou bien le plus influent au niveau de la plateforme d'Aïm Benian avec M. Rahabi. Oui. Nous avons fait ce qu'on a pu faire, mais c'est en face de nous, nous avions un pouvoir qu'il était... On n'avait pas le président de la République. Aujourd'hui, vous avez un président de la République élu. Il est là. Donc vous devez composer avec ce que vous avez. Vous n'avez pas le droit de rejeter tout. La politique, c'est quelque chose de dynamique. Madame. Vous avez posé ce préalable avant les présidentielles. Voilà. Une fois que les présidentielles ont eu lieu, je me suis inscrit dans les présidentielles. C'est tout à fait normal. J'ai soutenu un candidat. Il y a un président qui est élu. Je ne vais pas m'accrocher à une situation qui est déjà dépassée par les événements, par les faits et par l'incident. Ça, c'est pour dire que les principes ne sont pas toujours rigides dans la politique. Non, en politique, il y a contrairement à ce qu'on peut dire. Alors, aujourd'hui, que vous voyez qu'il y a une forme de crispation, voire de radicalisme dans les positions de certains partis, de certaines parties, pour ne pas les nommer. Est-ce qu'une période de transition, par exemple, aurait pu être plus compliqué à gérer? Vous avez demandé à l'époque un maximum de 6 mois pour gérer les affaires de l'État, avec un présidium, etc., avec des personnalités connues et reconnues. Ça aurait pu durer plus longtemps. Les choses se sont avérées bien plus compliquées à gérer avec le temps. 2 ans plus tard, je parle d'aujourd'hui. Oui, à l'époque, elles n'étaient pas compliquées. Oui. Maintenant, elles deviennent très compliquées. Elles nous paraissaient moins compliquées. Oui, elles nous paraissaient, mais à l'époque, elles nous paraissaient moins compliquées. Je pense que c'était une vision de toute la classe politique, des personnalités politiques qui étaient autour de cette plateforme. Et ils avaient une vision qui s'imposait à l'époque. Aujourd'hui, vous avez une autre option. L'option, c'est de vouloir légitimer les institutions. Oui. Eh bien, moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut aller légitimer les institutions. Et j'aurais souhaité vivement que l'opposition y pénètre dans cette logique-là, dans cette démarche. Nous aurons au moins les coups des franges pour pouvoir nous opposer à toute idée qui a tendance à faire dévier l'Algérie dans des démarches ou dans des visions politiques qui sont extérieures à nous. Oui. Mais maintenant, il y a quelques partis politiques qui sont rentrés, j'en fais partie, l'UFDS, mais je suis désolé, je regrette vivement que nos amis qui ont une autre position et qui peut-être l'avenir... Bon, de toute façon, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que faisons la politique des petits pas, faisons ces élections et pourquoi pas venir par la suite ouvrir un véritable débat. Moi, je suis de ceux qui demandent un véritable dialogue. Une conférence au dialogue, au débat, pour pouvoir faire associer tout le monde dans l'activité, dans la vie politique future. Ouais. Voilà. Alors, si on devait imaginer le scénario suivant, c'est-à-dire que les partis de l'alliance, de l'ancienne alliance présidentielle, devaient rafler la majorité au niveau de l'Assemblée populaire nationale, faute de participation notamment, et aussi grâce à leur base militante importante, épaisse, qu'est-ce qui se passerait pour... vous parlez de légitimité des institutions il se passerait... De toute façon, moi je ne pense pas que, je vous dis très franchement, je pense que le peuple, il faut donner un peu de respect à ce peuple aussi.
pense que le peuple est tout courant et il connaît tout le monde. Il nous connaît tous, il connaît les gens. Mais la nature a horreur du vide. Et oui, c'est ça le problème. Mais je pense qu'il y aura un fort taux d'abstention, mais le fort taux d'abstention avec peut-être une minorité, une majorité peut-être qui ont une orientation politique que vous venez de citer un instant. Mais je souhaite vivement qu'aussi, il faut que la classe politique et nous-mêmes allons faire une campagne électorale où nous dénonçons tous ces comportements. Il faut dire aussi que les gens qui sont responsables de cette crise qui est profonde, il faut les dénoncer. Ils ne sont pas exclus. Je suis d'accord. Vous savez, c'est très difficile de se faire une virginité politique, madame. C'est pas facile, je vous dis une chose. Ça, vous savez, c'est très difficile de voir, il y a des gens qui, hier, rêvent des cadres comme ça, et puis 4e mandat, contre le 5e mandat, manifestation contre le Hirak, et aujourd'hui vouloir venir se réhabiliter. Ça sera très difficile, mais c'est à nous aussi, à nous, médias, à nous, classe politique, de dénoncer cela et dire, écoutez, Achab, voilà ce que vous avez. Est-ce que vous voulez une remake de ce que nous avions eu par le passé? Si vous le voulez, vous n'avez qu'à aller voter avec ces gens, à ces gens. Alors, vous avez parlé d'un fort taux de boycott, éventuellement. Qu'est-ce que donnerait une assemblée? On parle de l'enjeu, évidemment, de la transparence du scrutin, qui est très important, mais un faible niveau de participation à ces législatives, qu'est-ce qu'il pourrait signifier? Est-ce que ce serait le prolongement de cette crise politique annoncée déjà? Vous savez, pour ce qui est de l'abstention, c'est une donnée universelle, il ne faut pas nous tromper. Vous savez, même dans beaucoup de pays où vous avez des taux de participation qui ne sont pas très élevés. Ils ne sont pas tous en crise, M. Bahboua. Pas en crise, oui, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Parce qu'ils ne sont pas en crise en principe, il y a cette facilité d'aller voter. Maintenant, les gens, par aigritude, par méfiance, il y a des tas de choses. Vous savez, ce n'est pas facile d'enlever tout de suite une carapace de mal-vie pendant 20 ans. Vous savez, ce n'est pas facile. Je pense que vous en avez subi, j'en ai subi, donc vous savez que ce n'est pas très très facile de vouloir oublier les pratiques. Et vous savez, un système politique pendant 20 ans qui a bâti sa légitimité sur la rente, sur la distribution de la rente et sur l'accaparement de tout ce qui lui appartient, y compris de l'individu, de l'humain. Donc, c'est pas facile. Je vous dis, vous savez, nous sommes dans une situation qui n'est pas facile. Elle est complexe, ça je vous l'avoue. Pour revenir à ma question sur l'abstention. L'abstention, moi je vous dis, il y aura un fort taux d'abstention, et même avec ce fort taux d'abstention, il y aura, si on aura des gens crédibles, vous savez, madame, moi je souhaite vivement, que cette composante de la future Assemblée ait une crédibilité, elle soit très crédible, même avec un taux de participation qui n'est pas important, mais si vous avez des hommes et des femmes à l'intérieur de cette institution qui sont crédibles, vous pouvez gagner la confiance du peuple. Alors, à propos de la participation de la société civile dans ces élections législatives, vous êtes un petit peu, voire farouchement contre. Hein. Vous dites que finalement, la société civile ne devrait pas marcher sur les plates-bandes de la société politique. Et vous parlez même d'une sorte de cacophonie, de pollution préélectorale par rapport à la participation des membres de la société. Est-ce que finalement, ce n'est pas une première étape pour amorcer un changement, une reconfiguration, un renouvellement de la société politique complètement dans l'impasse aujourd'hui? D'abord, je réponds à cette société civile, je vous l'avoue, je l'ai dit à M. le Président de la République lorsque j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui assez longuement. Et j'ai fait cette remarque d'une manière très claire en disant, écoutez, la société civile ne peut pas remplacer la classe politique. On doit se compléter, c'est un fait. Chacun a sa fonction, chacun a sa mission. Mais on ne peut pas subitement changer de devenir des hommes politiques. La politique, vous savez, c'est la société qui est encadrée politiquement avec des projets de société, des projets économiques, des projets sociaux, etc. La société civile, elle vient comme ça. Chacun de n'importe quel horizon et voudra faire de la politique. Ça, moi personnellement, j'ai dit, ça, c'est pas une bonne affaire. Mais on en a vu des exemples à travers le monde, M. Bahboua. Pourquoi les Algériens sont contre? Très peu. Mais il existe quand même. Même des artistes ont intégré la politique à l'étranger. Voilà, vous avez très bien dit. Des artistes, vous avez des cinéastes, des hommes... Oui. C'est vrai. Qui ne sont pas formés à l'exercice politique. Mais non, je suis d'accord avec vous. Alors, vous avez rajouté un peu d'eau à mon verre. Ça, c'est très bien. Je suis entièrement d'accord avec vous.
Mais ce n'est pas, comme on dit, je suis désolé, la société civile, ce n'est pas l'association. L'association qui est là pour s'occuper du nettoyage, je ne sais quoi, du quartier, qui fait de la politique. Je suis contre qu'une association qui s'occupe de, comme je connais chez nous, Tasniyat al-Maqabr, elle est là pour nettoyer les Est-ce que l'ANI pourrait jouer le rôle de filtre? Mais il faut qu'elle joue. Elle a obligation. Moi, je pense qu'elle a obligation. Et je ne suis pas de ceux qui a une vision très pessimiste. Je pense que l'ANI jouera un très grand rôle pour pouvoir un tout petit peu tamiser je m'excuse de l'expression, tamiser tout ce beau monde-là. Alors, parce que ce n'est pas possible, madame. On fait de la politique, la société doit être encadrée. Elle est encadrée politiquement, je l'avoue, je vous consens. Elle doit être encadrée par des associations, ainsi de suite. Je vous l'avoue, mais chacun a son rôle. La politique, c'est un projet, et puis il est redevable envers le citoyen qui l'a élu. Oui. Il est comptable. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous m'avez parlé, disant que est-ce qu'il ne faut pas faire une refondation de la politique? Je suis demandeur de cela depuis plus de 20 ans. Mais parce que la classe politique aussi a une part de responsabilité. Je ne suis pas en train de vous dire que la classe politique n'a pas de responsabilité. Lorsque vous voyez, des responsables politiques à tous les niveaux, leur principal débat, c'est comment, ou bien leur réunion périodique ou leur débat, c'est autour de qui occupe telle fonction et qui occupe telle fonction. Avez-vous, les partis politiques traditionnels, faire un débat autour de l'économie pendant les 20 ans? Chaque fois qu'il y a un problème au niveau de ces partis politiques, pour ne pas citer leur nom, c'est interne. C'est qui remplace qui, au niveau des instances. Voilà le problème. L'Algérie, les problèmes économiques, sociaux et tout ça, c'est secondaire. Voilà ce qu'il disait. Vous voyez, ça c'est la politique. Comment expliquez-vous que c'est normal lorsque vous avez des gens qui... Il est 20 ans comme le parti politique. Ça se conçoit. Alors, pour le renouvellement, M. Perrin, le renouvellement, il faut introduire la jeunesse, il faut mobiliser, oui. C'est ce que je fais. Il y a c'est difficile. Course contre la montre. Aujourd'hui, nous sommes en crise, il faut amorcer le début de quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai demandé une fois que, par exemple, lorsqu'on avait parlé de la société civile, j'ai dit, même au Hirak, j'ai dit pourquoi ces gens du Hirak ne rentrent pas dans les partis politiques. Peut-être qu'ils y sont aujourd'hui à travers les listes. Non, peut-être voilà qu'ils ont intégré certains partis. Il y a des gens qui m'ont intégré. C'est des Hirakistes qui m'ont intégré parce que et c'est bien. Et la même chose, si vous avez un parti politique où vous avez le comportement du parti politique est un comportement basé sur des démarches démocratiques. On a deux mandats, je termine mon mandat au mois de février prochain, au mois d'avril prochain. Et vous ne verrez pas M. Bahboua, président de l'UFDS. Vous verrez une autre tête, ça je vous l'avoue, et je vous confirme aujourd'hui. C'est comme ça. Il faut l'alternance, il faut le changement, il faut renouveler. Et les partis politiques seront de cette manière-là respectés. Donc vous êtes pour la société civile, mais dans une forme d'organisation quand même. Voilà. Pas dans une forme de cacophonie. Cacophonie, ça, moi, ça n'arrange pas les affaires. Oui. Alors, pour revenir juste au taux de participation, puisque nous parlions de la participation de la société civile, ce qui pourrait augmenter peut-être le niveau de participation aux prochaines législatives, il y a ce taux de participation du référendum qui a été assumé pour la première fois dans l'histoire de tous les scrutins d'Algérie, un peu moins de 24%. Est-ce qu'il est, selon vous, positif pour donner une forme de garantie sur la transparence du scrutin, ou est-ce qu'il va engendrer une forme de boule de neige sur tous les rendez-vous électoraux à venir? Ça donne déjà une crédibilité aux élections. Et je souhaite que cela continue, madame. Je souhaite que ce que nous demandons très souvent, c'est que vous ayez des élections transparentes, crédibles, qu'il n'y ait pas de tricherie. Ça, c'est un élément fondamental. J'ai subi cela, moi. J'ai subi le trafic des élections. J'en ai perdu en 2017. On m'a volé 16 sièges en 2017. On a voulu négocier avec moi. Vous n'en avez eu qu'un seul, là? J'en ai eu un seul. Oui. 16 sièges. On a voulu négocier avec moi. Je ne vais pas citer de nom parce qu'ils sont en prison. Un chef du gouvernement m'appelle 2 mois avant me disant, écoutez, M. Bahboua, vous rentrez aux élections, vous avez votre quota. En 2017. C'était votre première... Non, je suis rentré en 2012. En 2012, c'est la sièges. création du parti. Mais j'ai eu en 2012 3 sièges. Vous avez tout de suite J'ai eu un siège à Paris. Lorsque les élections étaient transparentes, j'ai eu mon siège à Paris, vous voyez, en France. Donc vous voyez, madame, lorsque vous avez subi les affres du bricolage, du trafic et ainsi de suite,
Et lorsque vous avez un taux de participation de 24%, je considère qu'il y a au moins un respect du citoyen algérien. Il a boycotté, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc aujourd'hui, il y a une forme de garantie selon vous. Voilà, ça nous donne une forme de garantie que les élections seront, à l'aqal, je ne dis pas à 100% transparentes, mais à l'aqal, il y aura un respect et nous serons tous certainement satisfaits des résultats, quels que soient les résultats. Alors, près de 10 ans après sa création, le FDS, est-ce qu'il a un meilleur ancrage aujourd'hui dans la société? Qu'est-ce que vous espérez à travers ces élections législatives? Il y a un meilleur ancrage, je vous dis tout de suite. Nous avons terminé le ramassage des signatures. Vous savez, nous sommes déjà... On a dépassé largement, les 25 000. Nous sommes donc très très bien implantés. On a donc eu des collectes et moi j'étais agréablement surpris. À Alger, j'ai eu vraiment un nombre très important. Lorsqu'on dit c'est M. Bahbouh, eh bien, les gens nous donnent. Il y a un signe avec les gens qui sont en train de ramasser nos signatures. Et je me prépare maintenant, je suis en phase de préparation des listes électorales. Nous sommes en réunion ce matin, j'étais en réunion avec mon bureau national. On est en train d'étudier... Donc l'UFDS pourrait intégrer en force? Oui, nous pensons, je l'ai dit, je le redis aujourd'hui, nous pensons rentrer en force dans ces élections législatives. Et si ce n'est pas le cas? Monsieur Bahbouh, si le verdict de l'urne est négatif, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide. Parce que beaucoup de partis parlent de la fraude comme si c'était le seul finalement rempart à plus de représentativité dans l'Assemblée populaire nationale. Aujourd'hui, puisqu'on dit qu'il y a des garanties, en tout cas c'est le président de la République qui le dit, qui dit qu'il y aura la garantie de la transparence. Est-ce que les partis politiques sont prêts à accepter ce jeu électoral tout simplement? Oui, bien et sûr, le verdict c'est tout à fait normal. Les élections, une fois qu'elles sont transparentes, nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter le résultat des urnes. Même maintenant, si c'est d'autres, disons, alors, le parti politique dont on ne partage pas les visions, nos trucs, nous allons mener un combat contre ces gens et puis c'est tout. Alors, des alliances électorales, vous pensez... Pour le moment, je ne fais pas d'élections électorales. Ça sera après les élections. Il est fort probable qu'on fera des alliances électorales et je suis ouvert à tout cela. À tout? Vraiment tout? Non, attention, ne me dites pas ça, s'il vous plaît, pas à tout. Je suis très clair. Des alliances stratégiques au niveau du Parlement. Des alliances stratégiques, ça peut exister. Mais alliances politiques, c'est un peu trop... Vous me demandez un peu trop, madame, ici. J'espère que vous m'avez compris. Lorsque vous avez rencontré le président de la République, vous lui avez clairement demandé de poursuivre les mesures d'apaisement. Selon vous, le climat aujourd'hui politique n'est pas favorable à plus d'ouverture, plus de dialogue avec les citoyens, tout simplement? Je vous rapporte fidèlement ce que j'avais demandé à M. le Président pour que les choses soient claires. J'avais demandé, je lui avais dit, certainement, M. le Président, vous avez commencé des mesures d'apaisement qui sont quand même des mesures d'apaisement très importantes et c'est une bonne chose pour la cohésion nationale. Je souhaite vivement, lui dis-je, que vous continuez ces mesures d'apaisement et notamment pour les cadres. Oui. Les cadres de l'administration. Moi, je suis un cadre. J'ai eu à gérer des cadres, j'ai enseigné à l'université, donc j'ai encadré des gens, j'ai même des gens qui sont aujourd'hui, qui ont des hautes fonctions, des très hautes fonctions et qui étaient mes étudiants. Donc je sais ce que c'est qu'un cadre. Je dis, monsieur le Président, un cadre corrompu, monsieur Bahbouh. Attendez, je termine, s'il vous plaît. Voilà. J'ai dit, vous savez, il y a cadre et cadre. Vous savez, vous avez un cadre, je prends un exemple, un wali qui est interpellé ou appelé par le chef du gouvernement lui dit « Donnez à madame un lot de terrain comme ça ». Il peut refuser? Vous croyez qu'il peut? Vous savez, c'est trop difficile. J'étais ministre, madame, et monsieur le président était ministre. Je lui ai dit texto, vous avez été ministre, et vous aussi, vous avez été ministre. On peut refuser, monsieur Bahbouh, ce n'est pas une obligation. Non, mais vous savez, il faut vivre l'ambiance du moment, madame. Il faut vivre l'ambiance du... Ils disent des choses. C'est vrai qu'on peut refuser. Mais vous savez, le marteau qui vous tombe sur la tête. Moi, j'ai dit non aux élections législatives de 90, aux présidentielles de 99. Vous savez qu'est-ce que j'ai subi, madame? Je suis arrivé. On m'a zakouni mon club des pains. J'habitais même pas Club des Pains, j'habitais Fleur. J'arrive, j'ai habité un chantier. Vous savez ce que c'est? Bon, alhamdoulilah, mais vous avez dit non.
J'ai dit non. Mais vous savez combien sont-ils? Moi, j'ai dit non. Tout le monde avait dit non, monsieur Ma Bahbour. femme travaille, je sais pas, et moi aussi, j'étais consultant international. Monsieur Bahbour, si tout le monde avait dit non. Mais ça, c'est un problème algérien. Donc aujourd'hui, vous voulez quand même... Pardonnez-moi, est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir un sentiment d'impunité par rapport à ces cadres-là si on devait revoir leur peine Non, vous à la ne m'avez baisse? pas laissé terminer, je vous dis. J'ai dit, les cadres, maintenant, s'il a volé, je suis entièrement d'accord. Mais vous savez, il y a la sanction administrative, madame, des cadres. Le fait que vous l'ayez enlevé parce qu'il a commis une faute administrative, même s'il a donné un lot ou quelque chose comme ça, c'est une sanction administrative. Un bonhomme qui a géré ou a servi l'État pendant 20 ans, 30 ans, et il termine comme ça, il faut qu'il y ait des mesures d'apaisement. Moi, je ne suis pas en train... Je ne défends pas les voleurs, au contraire. C'est votre position. Le voleur... Mais vous avez dit la même chose pour les oligarques, en tout cas certains membres de l'oligarchie de l'ancien système, qui sont actuellement en prison. Je dis qu'on ne gagne pas grand... Moi, je souhaite que les milliards qui ont été détournés, que l'Algérie les récupère. Non, à l'étranger. C'est mon souhait. Comment? Je ne peux pas vous le dire. Négociation, je ne sais pas. Il y a aux États-Unis... Ça puisse choquer aujourd'hui de dire que ces oligarques puissent échapper à leurs sanctions, finalement. Si on va poser un citoyen algérien, on va dire, monsieur, est-ce que vous préférez que Flan يقعد في الحبس ولا يرجع لنا 300 مليار? Et le citoyen va vous répondre, écoutez, moi je préfère que 300 مليار يدخلوا الخزينة. C'est comme ça que ça se passe. Il faut qu'on soit... Je ne défends pas les oligarques, c'était mes ennemis jurés. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt du pays. L'intérêt du pays doit passer par la récupération de tous les biens qui ont été mal acquis ou tous les biens qui ont été volés. Vous savez, on me dit qu'il y a des milliards qui sont posés à l'étranger par cette mafia. Et il faut les récupérer. Si on peut les récupérer, il faut les récupérer. Atténuer la peine de 3 ans ou de lâcher la peine, ben tant mieux. Pourquoi pas. Donc pour revenir au cadre de l'administration, vous avez plaidé pour la dépénalisation de gestion, tout moi j'étais gestionnaire. Oui, il faut dépénaliser. Mais il y a des fautes qui sont administratives, il faut qu'elles restent du ressort administratif, madame. Je sais que je connais des cadres qui, pour rien du tout, ont été, vous savez, par coup de fil, il y a un oligarque qui nommait des ministres et qui dégommait dans des secteurs que je connais, il nommait et il dégommait qui il veut. Qui il veut. Et un cadre, il dit, je suis responsable et puis je sors, qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, il faut se mettre dans la situation, il faut être humain d'abord. Il y a des cadres comme ça, peut-être qu'il a servi, on l'a donné, mais tout celui qui a volé, je suis d'accord avec vous, qu'il paye le prix. Voilà. Donc la différence. On va parler un petit peu économie, puisqu'on est un petit peu dedans, puisqu'on parle déjà de chiffres. Vous avez dit tout à l'heure que les partis politiques, que les politiques en Algérie ne s'intéressent pas à l'économie. Et ça, c'est une question que je pose absolument à tous les chefs de parti qui passent dans cette émission. On ne vous entend pas non plus, tous les partis politiques d'Algérie. Qui ont trait au quotidien des Algériens, des crises qui animent le quotidien des Algériens. On en connaît un certain nombre, on en vit un certain nombre depuis quelque temps. Vous, Monsieur Bahbour, à l'UFDS, pourquoi vous ne parlez pas? Vous parlez du politique, des initiatives politiques, ça oui, depuis le début de la crise, mais la classe politique ne réagit pas sur ce qui tracasse les Algériens. Je rectifie un tout petit peu, parce que ça dépend de la conjoncture. Nous avons, si vous revenez à mes déclarations, à la presse, à mes écrits, ainsi de suite, nous avons eu tout le temps pris des positions concernant toutes les questions économiques. Et tout le temps. Pas seulement économiques. Non, économiques, sociales et culturelles et autres. J'en ai chaque fois pris des positions, et chaque fois lorsqu'il y a problème, j'en ai parlé de l'endettement. J'ai parlé de la société, j'ai parlé de l'agriculture à plusieurs reprises. J'ai eu des débats sur l'agriculture. Vous êtes un ancien ministre de l'Agriculture. Oui, j'ai parlé des débats. J'ai eu plusieurs débats exclusivement sur le secteur de l'agriculture. J'ai parlé d'économie, j'ai parlé des financements, j'ai parlé du gaz de schiste, j'ai eu une position. Donc, pour vous dire un tout petit peu que peut-être la dernière conjoncture, les derniers moments où c'était strictement politique, effectivement, on sait, parce que vous savez, tout est politique d'abord, faut le dire. Les derniers moments, si les choses sont strictement politiques, on a préféré peut-être nous orienter tous, malgré nous, à parler uniquement de politique. Mais
par le passé, nous avons eu toujours des positions... Mais on a cette image des partis politiques qui ne reviennent qu'avec les élections, qu'avec les échéances électorales. Pourquoi, monsieur vous savez, il y a un vide sidéral. Moi, je vous dis une chose. Est-ce que les médias ont été ouverts à ces partis politiques? Non, madame. Moi, je vous dis, je n'ai jamais mis les pieds à votre niveau. Moi, je ne sais pas combien de journalistes sont passés par cette chaîne-là. Jamais. Jamais. Parce que je n'étais pas un motabbel, je n'étais pas quelqu'un qui voilà. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Oui, on fait quelque chose. Réagir sur les réseaux sociaux. C'est bien beau, mais je voudrais bien être avec vous, en face de vous, très gentiment. Voilà, c'est très bien, c'est un débat serein, tranquille. Vous me mettez de temps en temps quelques pics, mais c'est bien. Que de réseaux sociaux, vous savez, c'est pas, il faut pas aussi c'est vrai. Vous avez un site, le site. J'ai un site, j'ai un site, mais du parti. Mais le site du parti, c'est un site officiel. Oui. Maintenant, je parle avec vous. Je m'adresse à la classe politique, je m'adresse à l'intellectuel, je m'adresse à la compétence, je m'adresse au cadre, Le site, c'est pratiquement tout le peuple, tout azimut, vous voyez. Donc voilà, ça dépend. On pourrait plus reprendre vos déclarations à partir du site. Oui. Il y a des partis politiques qui réagissent directement sur Twitter ou sur leur site. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. C'est quelque chose de communément... C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Donc, vous voyez, c'est vrai que vous savez que... Et même les campagnes électorales sont très souvent orientées sur d'autres... Alors que moi je suis, vous allez voir que notre campagne électorale, elle sera strictement économique et sociale. Totalement. Tout le monde le dit, M. Bahbour, aujourd'hui. Parce qu'il y a une conjoncture, il y a une crise économique. Ça sera, tout le monde le dit. Qu'est-ce qu'il en est, par exemple, par rapport, on l'a vu, la question du pouvoir d'achat qui devient très préoccupante en ce moment. La crise économique était annoncée depuis plusieurs années, on le savait. Mais là, par exemple, les prix des denrées alimentaires ont augmenté des semaines avant le mois de Ramadan, chose qu'on observait en général la première semaine du mois sacré. Ça devient une question de sécurité alimentaire. Vous, en tant qu'ancien ministre de l'Agriculture, ça doit forcément vous interpeller. Il y a des mesures qui ont été prises, on l'a vu dernièrement, par le ministère de l'Agriculture, avec cette plateforme, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette plateforme numérique qui permet d'avoir accès à tous les sites des points de vente directement du producteur au consommateur. On aimerait entendre vos propositions, ne serait-ce que dans votre secteur de prédilection. Vous savez, pour ce qui est de l'économie, d'abord, il faut qu'on base notre démarche sur deux choses fondamentales. C'est d'abord, le premier élément, il faut encourager totalement la création de la richesse. Dès que vous créez la richesse, vous avez une compensation extraordinaire. Le deuxième élément, le niveau de vie, cette hausse des prix qui est galopante. Vous savez, s'il n'y a pas de mesures draconienne, je vous dis une chose. Pour éliminer tous les parasites, le secteur économique est parasité, madame. C'est un parasitage extraordinaire. L'informel, qui joue à 90%, qui prend en charge à 90%. Vous savez-vous que, par exemple, je donne un exemple. Vous savez, des carottes qui sont produites à Biskra coûtent même pas 20 dinars le kilogramme. L'agriculteur les vend à moins de 20 dinars. Et vous avez toute une chaîne de l'informel, de parasites, qui vivent, qui agissent dans l'impunité totale. Ça, c'est la rigueur de l'État. Je suis désolé de vous le dire, l'État doit assumer ses responsabilités, ses fonctions régaliennes, elles sont là. Si vous n'assumez pas vos fonctions régaliennes, c'est la débandade. Donc vous pensez que c'est le manque de rigueur qui provoque ces situations? En premier lieu, c'est le manque de rigueur. En deuxième lieu, il faut aussi que les citoyens et les commerçants soient contrôlés à tous les niveaux. Le problème de facturation, madame, c'est un problème fondamental. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être vraiment supprimées par des mesures draconiennes, mais une rigueur extraordinaire. Qu'on cesse aussi de faire du populisme. Par moment, vous savez, vous avez des comportements de populisme. Vous entendez de temps en temps des ministres qui font des déclarations. Moi, je suis scandalisé par les déclarations. Actuellement, vous voulez dire? Actuellement, oui, bien sûr. Il y a toujours des déclarations à droite, à gauche, tout azimut, qui n'ont aucun sens, qui ne ramènent rien au pays. Moi, je m'en passe facilement. Et vous avez des tas de choses. Oui, allez-y, terminez juste. Des tas de choses qui sont inacceptables. Donc, rigueur, contrôle et sérénité dans la démarche. Ce n'est pas en faisant du populisme, c'est pas en répondant... Retomber finalement dans les vieilles pratiques de l'ancien système. Alors, on va parler du dossier des usines de montage de véhicules qui sera réglé selon...
les déclarations du président de la République dans le semestre en cours. Le président y a tout de même posé certaines conditions préalables avec des usines qui devront notamment inclure des pièces fabriquées localement, respecter un taux d'intégration donc plus élevé. Certains experts n'y voient pourtant pas un levier de relance économique, mais plus une chance de récupérer les postes d'emploi perdus. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Bahmoud? Vous savez, il y a deux problèmes. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de postes d'emploi qui ont été perdus. Oui. Vous savez, moi je vous dis une chose, je connais une région, il y a presque 4 000, 5 000 employés qui sont sur le carreau, donc ça c'est très difficile. Dans quel secteur? Dans les secteurs, c'est toute tendance confondue, tout secteur confondue. Dans le BTP, il y a eu 150 000 emplois perdus. Voyez, donc c'est beaucoup un problème, c'est un problème très triste. Dans une région, je parle d'une région, madame, je parle d'une région. Je parle d'une région, je ne parle pas de l'Algérie, je parle d'une région. Et ça, c'est un véritable problème. C'est pour ça que moi, je suis revenu à la première question, comment récupérer et faire en sorte que ces entreprises soient reprises en charge sérieusement. Et il faut quand même qu'on règle le problème du pays de cette manière. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous avez parlé de véhicules. D'abord, la démarche a été une démarche qui n'a aucun sens. Moi, je vous dis franchement, c'est une démarche pour pouvoir faire transiter, faire sortir de l'argent du pays. Ni plus ni moins. Nous l'avons dénoncé à l'époque, je l'ai dénoncé à l'époque d'une manière très claire. La meilleure manière, si vous voulez avoir une usine de fabrication de voitures, c'est aller chercher la boîte mère et vous lui dire, venez, implantez-vous. Même en lui disant, à première étape, faites le montage totalement ici et implanter ici une dizaine ou une vingtaine de sociétés qui vont fabriquer les pièces dont vous avez besoin. Maintenant, on sous-traite un deuxième, un troisième sous-traitant pour faire pratiquement du montage. Maintenant, la démarche... Est-ce que vous le voyez comme la récupération de ces usines, comme un levier de la relance économique? Pas du tout. Non plus. Non, pas du tout. Ça ne peut pas y contribuer, selon vous? La relance économique, parce que en quoi ça peut aider qu'un citoyen algérien, c'est peut-être pour le bien-être du citoyen algérien, ça je suis d'accord avec vous. Pour le citoyen du bien-être algérien, il a la possibilité d'acquérir un véhicule, ça peut. Mais la relance économique... En termes de création d'emplois? Vous savez, le nombre d'emplois qui a été créé par ces gens-là est connu. Mais avec un taux d'intégration plus élevé, on ira forcément... Mais combien ça va demander de temps? Ouais. C'est ça qui est important. Pour dire création d'emplois au temps T1, moi je pense que c'est un peu difficile. Peut-être dans 2 ans, 3 ans, ça peut. Mais parce qu'il y a d'autres secteurs qui peuvent tout de suite, le bâtiment par exemple, peut tout de suite relancer l'activité. Alors, juste une dernière question sur le dossier de l'automobile, parce qu'il est important d'en parler. Ces mêmes experts prédisent déjà des prix du véhicule monté ou même importé, qui sera tout de même très élevé, car la demande étant beaucoup plus forte, l'offre étant beaucoup plus forte, moins forte que la demande. Et donc le prix n'en sera pas impacté du tout. On n'aura pas un véhicule. Voilà, on n'aura pas un véhicule. Pourquoi le faire? Selon des experts, ce n'est pas. Bon, moi, c'est pas mes propos, mais si les experts le disent, mais je ne sais pas pourquoi le faire. Dans ces conditions, il vaut mieux rester dans cette situation que de vouloir à tout prix contenter peut-être le citoyen lambda parce qu'il avait besoin de voitures et parce que le marché du véhicule, au cas d'occasion, est en train de galoper, que de vouloir faire, encore une fois, faire bénéficier peut-être des lobbies, d'autres lobbies. Voilà. Alors, quels sont justement, selon vous, les secteurs qui sont les plus urgents à développer? Les plus urgents, il faut commencer. Il y a une expression qui est très bien connue, lorsque le bâtiment va, tout va. Ça, c'est première des choses, il faut relancer le secteur du bâtiment. Relancer d'une manière très importante. De quelle manière, M. Bahmoud? On a vu qu'il y a eu des dérives aussi dans Mais il y a ce des dérives, secteur. madame, vous savez. Il y a on a fait appel à des entreprises étrangères. Alors il faut peut-être changer. Il faut changer de fusil d'épaule. Peut-être qu'il faut faire en sorte qu'il faut faire appel à des entreprises nationales qui existent, des entreprises publiques qui existent, les encourager, les soutenir. Je parle de votre programme, là. J'essaie de... Non, mon programme, c'est... vous faire décliner un petit peu. Vous êtes en train de décliner mon programme, mais j'aurai l'occasion de vous le préciser pour la campagne avec des chiffres. Enfin, ça sera... Donc, vous savez, le secteur du bâtiment, vous reprenez... Vous savez, il y a beaucoup de... Vous savez, il y a beaucoup de projets qui sont à l'arrêt. Beaucoup de projets qui sont à l'arrêt. Énormément de projets dans le secteur de l'hydraulique, dont j'étais également à l'hydraulique, je connais très bien. Et vous avez des barrages qui ne suivent pas très bien, la cadence est diminuée. Vous avez le secteur des routes et des autoroutes qui est également... Vous savez, beaucoup de secteurs qui sont à l'arrêt.
Ça, c'est le premier secteur. Le deuxième secteur, c'est l'agriculture. Mais l'agriculture avec une vision beaucoup plus comment dirais-je, plus élargie. Il y a des efforts qui se font, je le consens. C'est-à-dire élargi, donnez-nous juste un détail. Je vous donne un détail très simple. Il faut qu'on règle définitivement le problème du foncier, madame. Le foncier agricole, il faut qu'on cesse chaque fois de faire de la manipulation, chaque fois de faire des demi-mesures. Vous pensez que c'est le nœud gordien de tout le secteur? Mais madame, c'est le nœud gordien, vous savez. Et troisièmement, le financement de l'agriculture. Vous savez, c'est-à-dire il faut que l'agriculteur bénéficie facilement de financement. Nous avons, à un certain moment, mené des campagnes de préfinancement de sa campagne. Ouais. Je préfinance toute sa campagne, toute. Et je lui dis travailler. Et assurer également l'écoulement de son produit. Ça ne sert à rien qu'il y ait un agriculteur qui produit... Qui reste isolé. Qui reste isolé, d'accord. Voilà, en gros, d'une manière générale. Monsieur Nourdine Bahbouh, le temps est passé très vite. Très vite, vous savez, c'est dommage que le temps soit passé un peu trop vite, là. Mais nous sommes quand même parvenus à... En tout cas, je suis parvenue à poser toutes mes questions. Tant mieux pour vous, c'est bien. Merci. Vous êtes, je rappelle, le président de l'UFDS, l'Union des forces démocratiques et sociales. Merci donc d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, c'est beaucoup aussi. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très bientôt. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Et ça, au revoir.